Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Le Maroc prépare une émission obligataire en euros. L'annonce a été faite par la ministre de l'économie et des finances, Nadia Fattah El-Alaoui, lors d'une conférence en Arabie Saoudite. Il s'agira de la première émission obligataire livrée en euros depuis 2020, après une émission en dollars en 2023. L'objectif, c'est de financer des projets d'infrastructures stratégiques à l'approche justement du mondial 2030. L'émission de cette nouvelle obligation s'inscrit dans une stratégie plus large donc de financement externe fixée par le projet de loi de finances 2025, le PLF 2025, qui autorise un plafond de 6 milliards de dollars pour la dette étrangère, dont un tiers devrait être levé via cette opération sur les marchés financiers internationaux. Infrastructure au Maroc, c'est le sujet de ce Focus Éco et on en parle avec Adil Hlimi. Vous êtes directeur de rédaction de Bourse News. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Alors, comment cette émission obligataire s'inscrit dans cette stratégie que je disais tout à l'heure, donc plus large, globale, de financement de projets stratégiques, structurants d'infrastructures, bien évidemment? Alors, vous l'avez bien expliqué, le Maroc est dans une phase d'investissement qui est extrêmement importante. On est en train d'allouer des budgets d'investissement qu'on n'a jamais vus auparavant dans l'histoire du Maroc. Plusieurs chantiers expliquent cela, notamment le chantier de la Coupe du Monde, mais ce n'est pas vraiment le principal chantier, il y en a beaucoup d'autres. Et le Maroc, pour se financer, eh bien, il a la possibilité de le faire à travers deux façons. Sur le marché local intérieur, donc l'État peut se financer auprès des investisseurs à l'intérieur du territoire marocain, mais également à l'international. Et là aussi, il a deux possibilités de le faire, soit avec les organismes internationaux, ce qu'on appelle des emprunts bilatéraux, c'est du tête-à-tête avec des banques et des organismes internationaux, alors directement sur les marchés internationaux en faisant appel aux investisseurs. Et c'est ce qu'a annoncé la ministre récemment. Donc il y aura une nouvelle émission sur les marchés. Alors pour les gens qui suivent un peu les marchés financiers, ce n'est pas du tout une surprise. L'annonce a été déjà faite en novembre dernier par le Walid Bank al-Maghrib à Washington lors des assemblées du FMI de la Banque mondiale. Et chaque année, le Maroc, pour justement lisser, on appelle ça du roulement de dette. C'est-à-dire que chaque année, le Maroc doit rembourser des dettes internationales, des fois en euros, des fois en dollars. Et lorsqu'il voit que pour une année, typiquement 2025, il y a des remboursements à faire en euros, eh bien, il va aller emprunter en euros pour ne pas toucher un peu ses réserves en devises et pouvoir rembourser convenablement ses dettes. On a besoin d'euros en tout cas en ce moment, Exactement. selon ce qu'on comprend et au vu du contexte. Et ce qu'il faudrait signaler aussi, c'est que par rapport à d'autres pays de la région, notamment en Afrique, le Maroc a de très bons spreads, c'est-à-dire que les conditions de sortie, les conditions d'emprunt dont bénéficie le Maroc sont excellentes par rapport à d'autres pays voisins, notamment en Afrique subsaharienne. Et ça, il faut le signaler. Ça s'explique aussi par la capacité du Maroc à rembourser tout à fait. également ses On emprunts. a une très bonne signature sur les marchés. Justement, donc plusieurs projets structurants aujourd'hui sur lesquels on travaille, notamment à l'approche du Mondial 2030. Il y a les voies ferroviaires, aériennes. En fait, c'est des projets un petit peu multidimensionnels, les unités de dessalement d'eau, l'hydrogène vert. Donc, on est sur plusieurs chantiers à la fois. Quel est le besoin en chiffres, si on devait chiffrer un petit peu ce besoin de financement d'ici les 5 prochaines années? Quel serait le chiffre? Alors, si on regarde tous ces investissements-là, à horizon 2030, on n'a pas un chiffre officiel, réel, qui absolument absorbe tout cela, mais selon les études qui ont été réalisées, on parle d'un besoin entre 100 et 150 milliards de dollars. C'est colossal. Ce sont des chiffres qu'on n'a jamais vus dans l'histoire du Maroc en termes d'investissement. 100 à 150 milliards d'investissements qui seront nécessaires pour le chantier de la Coupe du Monde, pour le chantier de la transition énergétique, pour le dessalement, mais également pour d'autres projets d'infrastructures dans lesquels le Maroc s'est engagé depuis 2 ans. Des ports également, en tout cas Exactement. des chantiers aujourd'hui structurants et prioritaires. Et justement, si on devait prioriser au niveau de ce financement, quelles sont les priorités? Alors, je pense que la stratégie de l'État n'est pas vraiment de faire des priorités aujourd'hui, mais d'entamer tous les chantiers en même temps. On a la capacité financière de le faire, on a la capacité en termes de gouvernance de suivre ces chantiers-là. Le chantier de la Coupe du Monde et de la Cannes 2025 sont des chantiers où on connaît exactement le calendrier
notamment avec la FIFA, mais également le calendrier d'organisation. Donc là, on ne doit pas se rater et en 2030, on doit être absolument prêt. Je pense que l'objectif intrinsèque est d'être prêt 2 ans à l'avance, en 2028, que toute l'infrastructure soit prête. Donc ça, sur ce chantier-là, on connaît là où on va. Sur les autres chantiers, eh bien, il faut savoir que le Maroc évolue aussi des coûts d'opportunité par rapport à ses partenaires étrangers. Il peut des fois accélérer sur certains chantiers et sur d'autres prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de voir ce qui est proposé par les partenaires, notamment dans le développement des ports, etc., ou dans la partie développement des infrastructures routières, etc. Donc sur ces aspects-là, il n'y a pas de priorité, mais il y a des opportunités à saisir de temps en temps que l'État doit saisir. Mais je pense que d'ici 2030, 90% des chantiers dont on parle aujourd'hui seront achevés. Il nous restera quelque chose ensuite, notamment sur la transition énergétique à horizon 2040. Vous avez parlé des infrastructures routières, justement en termes de connectivité, de mobilité. Quels sont les objectifs et quelle est l'ambition? Est-ce qu'on sera prêt d'ici 5 ans? J'espère qu'on sera prêt d'ici 5 ans. L'objectif, c'est simple, c'est de développer ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un concept un peu à la mode, mais qu'on retrouve un peu sur le terrain, c'est ce qu'on appelle les smart cities. Alors aujourd'hui, Casablanca est utilisé comme ville un peu modèle pour ce type d'infrastructure qu'on appelle les smart cities. Mais Rabat également répond à cette logique-là de smart cities. Ce sont des villes qui sont connectées, des villes où la logistique se passe bien, le transport se passe bien. On va arriver à désengranger les centres-villes pour avoir plus de mobilité, etc., de manière durable, en respectant l'environnement. Donc je pense qu'on va se diriger vers ça, vers des smart cities un peu partout, notamment dans les villes hautes du mondial, les 6 ou 7 villes hautes du mondial, mais également dans leur environnement. Et tout cela devrait, normalement, si tout se passe bien, eh bien désengranger la mobilité avec une plus grande présence des transports publics dans les moyens de transport au quotidien. Un peu comme ce qu'on peut voir dans les grandes villes européennes. En tout cas, c'est l'objectif. Il va falloir l'accompagner d'un point de vue financier, d'un point de vue infrastructure, mais également d'un point de vue comportemental, parce que le citoyen doit aussi s'adapter à ces nouveaux besoins. Justement, vous parlez de comportement. Il y a ce chantier dont on parle, qui est celui de la connectivité, de la mobilité, mais il y a aussi le chantier des services, on va dire le secteur des services. C'est l'accueil de ces voyageurs qui vont arriver, qui vont transiter par les routes, mais aussi par les aéroports. Donc c'est tout un travail qui doit se faire. Rappelons qu'on a atteint les 17,4 millions de touristes cette année. On va bon train, on a de bons chiffres, les indicateurs sont bons, mais il faut faire un peu plus d'efforts pour vraiment que cette expérience client, on va dire voyageur, soit optimale et qu'on ait envie de revenir visiter ce merveilleux pays qu'est le Maroc, qu'est le nôtre. Heureusement qu'on est bien aidé par nos infrastructures, par nos beaux paysages. Donc ça travaille, mais effectivement sur la partie ressources humaines, il y a encore des efforts à déployer parce qu'on n'a pas aujourd'hui sur le marché suffisamment de ressources humaines pour accompagner tout cela. On l'a vu dans la Coupe du Monde au Qatar, où l'État a été obligé d'importer de la main-d'œuvre de l'extérieur parce que les ressources humaines locales ne permettaient pas d'accompagner, notamment en termes de bénévoles sur la Coupe du Monde. Donc j'espère que le Maroc n'aura pas à ramener des bénévoles de l'étranger pour accompagner ces chantiers-là. Le chantier de la formation, pour moi, est tout aussi urgent que les autres chantiers, même un peu plus parce que la formation prend du temps et puis il faut développer de l'expérience sur le terrain. L'OFPPT a mis en place plusieurs programmes d'accompagnement sur plusieurs sujets, notamment sur le tourisme. Aujourd'hui, la cadence de production de ces ressources humaines n'est pas suffisante. Il va falloir en faire plus. Il va falloir développer la notion de bénévolat de la part des Marocains pour être là, présents lors de la Coupe du Monde. C'est des choses qui doivent se mettre en place très rapidement et je pense que c'est un sujet qui va se mettre sur la table dès 2026. Et du côté de la rénovation et de la construction de certains stades, on en est où à peu près? Quelles sont les avancées? Alors, les principaux stades qui vont accueillir la CAN seront prêts entre avril et mai 2025, donc dans quelques semaines. Et puis, pour les stades de la Coupe du Monde, je pense que l'État a mis en place un processus assez intelligent, c'est-à-dire qu'on va répondre aux besoins d'abord de la CAN à horizon 2025 avec des stades aux normes de la CAN. Et puis ensuite, pour 2030, on va poursuivre les travaux sur ces mêmes stades pour qu'ils soient aux normes de la Coupe du Monde d'ici 2030. Donc des travaux de temps pour être prêts donc, le jour de la CAN et le jour de la Coupe du Monde. Je pense que les chantiers sur les stades déjà présents
ont bien évolué. On voit les photos régulièrement, on voit des reportages, notamment chez vous, sur l'état d'avancement des différents chantiers. Il nous reste le très grand stade de Mslimane qui devrait avoir la plus grosse capacité d'accueil au monde. Un stade pour lequel le Maroc souhaite accueillir soit le match d'ouverture, soit la finale, et qui, lui, est en train de sortir de terre petit à petit. J'espère qu'on aura tout finalisé d'ici 2028. On le fera. En tout cas, on le disait en ce début d'émission, on parlait du marché obligataire, mais il y a d'autres sources de financement, j'imagine, pour préparer ce mondial. Quelles sont les autres sources de financement? Pour moi, c'est une question qui est cruciale, parce que quand on entend les montants en jeu, les centaines de milliards de dollars que le Maroc doit mettre en place, entre 100 et 150 milliards, c'est encore une fois c'est un chiffre impressionnant, eh bien, le citoyen aura tendance à avoir peur un peu d'un dérapage de l'endettement public pour pouvoir faire ça. Est-ce qu'on a les reins suffisamment solides pour prendre de la dette, faire ça et rembourser nos dettes par la suite? Et là, je pense qu'il faut expliquer. Il y a la question aussi de l'après-mondial, les retombées et l'optimisation de cet investissement même après le mondial. Exactement. Déjà sur les financements, il faut expliquer qu'aujourd'hui, on profite d'une palette de financement assez large au niveau marocain, au niveau institutionnel. Il n'y a pas que l'endettement pour faire de financer des projets. Il y a ce qu'on appelle les partenariats publics-privés qui permettent à l'État de faire un effet de levier, c'est-à-dire qu'il ne va pas tout financer lui-même mais faire appel au privé. On a les organismes internationaux qui nous accompagnent. On a les marchés donc étrangers sur la partie dette. On a le marché des capitaux avec une bourse qui est devenue extrêmement active ces dernières années, ces 2 dernières années, et qui peut mettre en place des moyens de financement importants en un temps record, et on l'a vu dans des opérations récentes. Donc les opérateurs qui souhaitent grandir vite pour accompagner ces projets vont trouver les financements nécessaires. On a toute la partie bancaire au Maroc aujourd'hui, on a le système bancaire le plus développé de la région. On a même un système bancaire qui est surdimensionné par rapport aux capacités, aux besoins, aux capacités d'absorption de l'économie marocaine. Donc ce système bancaire peut être mis à profit lui aussi pour accompagner ces projets-là. Donc les sources de financement sont nombreuses et il ne faut pas s'inquiéter aujourd'hui d'un dérapage de la dette publique parce que le Maroc ne va pas que s'endetter pour financer tout cela. Des sources en tout cas de financement diversifiées aujourd'hui et un gros potentiel à explorer. Merci à vous, Monsieur Adil Hlimi. Je rappelle que vous êtes directeur de rédaction à Bourse News. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pour ce décryptage. Merci pour l'invitation. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.